Il y a en ce moment de violents séismes partout dans le monde. En Colombie, au Venezuela, en Californie, au Japon, notre planète tremble en ce moment même à plusieurs endroits à la fois. Est-ce juste une coïncidence ou y a-t-il un lien à l'échelle mondiale? Ok? On va examiner ça de très près aujourd'hui et on commence tout de suite. On a rarement vu autant de séismes et d'alertes volcaniques inquiétants en même temps que ces dernières semaines. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Y a-t-il une cause tectonique commune ou cette succession de séismes est-elle une pure coïncidence? Si tu ne veux plus rater aucune actualité sur le sujet à l'avenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu es déjà abonné, un violent séisme de magnitude 7,4 a secoué la Colombie et causé d'énormes dégâts dans plusieurs villes. L'épicentre se trouvait à l'ouest du pays, dans le département du Chocó. Mais même à des centaines de kilomètres de là, les secousses ont été clairement ressenties. D'après les dernières informations, plus de 300 personnes ont perdu la vie. Des milliers d'autres sont portés disparus. De nombreux bâtiments se sont effondrés et les équipes de secours continuent de rechercher des personnes ensevelies. Et ça, alors qu'il y a quelques semaines à peine, la terre avait aussi tremblé violemment au Venezuela, le pays voisin. Le 24 juin, un puissant séisme d'une magnitude de 7,5 avait secoué la région. D'un point de vue tectonique, ces deux événements avaient des causes différentes. Au Venezuela, il s'agissait surtout d'un déplacement latéral à la frontière entre la plaque des Caraïbes et la plaque sud-américaine, tandis que le séisme actuel en Colombie est lié à la subduction de la plaque de Nazca. Il s'agit donc de deux processus tectoniques différents, mais qui montrent tous les deux à quel point le nord de l'Amérique du Sud est sismiquement actif. Et les géologues constatent que toute la ceinture de feu du Pacifique devient de plus en plus active. Avec environ 40 000 km de long et jusqu'à 500 km de large, la ceinture de feu du Pacifique est une zone géologique gigantesque qui entoure l'océan Pacifique comme un immense fer à cheval. On compte entre 750 et 915 volcans actifs et endormis dans cette région. Ça représente environ les 2/3 de tous les volcans actifs du monde. Environ 90% de tous les séismes mondiaux se produisent justement ici. La ceinture de feu n'est pas une structure géologique unique, mais elle a été créée par la subduction de différentes plaques tectoniques aux confins de l'océan Pacifique. Pour faire simple, des plaques tectoniques gigantesques frottent les unes contre les autres, entrent en collision et se chevauchent. Et ce frottement génère l'énergie brute qui alimente à la fois les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Et en ce moment, les données inquiètent les géologues. Le 2 mai 2025, 47 volcans étaient simultanément en éruption, l'un des chiffres les plus élevés de l'histoire. Ce qui donne vraiment du fil à retordre aux géologues, c'est le clustering, c'est-à-dire la multiplication des grosses éruptions sur une très courte période. Ça suggère l'existence de processus géologiques potentiellement liés entre eux. Les volcans entrent en éruption presque en même temps. Par vague, l'Indonésie est au cœur de ce réveil volcanique. En 2025, le pays a enregistré le nombre incroyable de 6508 éruptions volcaniques. Plusieurs volcans étaient même concernés, dont le Semeru, le Dukono et le Marapi. La situation est particulièrement dramatique au mont Ibu. Ce volcan est entré en éruption 28 fois en une seule semaine avec une activité sismique persistante. Depuis le 1er janvier de l'année dernière, le mont Ibu a enregistré 1079 éruptions, projetant des colonnes de cendres entre 300 mètres et 4 km au-dessus du sommet. Le Merapi, l'un des volcans les plus dangereux d'Indonésie, a lui aussi fait parler de lui. Le 1er octobre 2025, des chercheurs ont observé un flux pyroclastique qui a entraîné la mise en place d'une zone d'exclusion de 5 km. Le volcan se trouve juste au-dessus de l'île de Java, très densément peuplée, mais la ceinture de feu du Pacifique a aussi fait parler de sa puissance tectonique ailleurs. Le 29 juillet dernier, un séisme de magnitude 8,8 s'est produit au large de la péninsule du Kamtchatka en Russie. Le séisme en lui-même était déjà catastrophique, mais ce qui s'est passé ensuite était exceptionnel. L'Institut de volcanologie et de sismologie de l'Académie russe des sciences a indiqué le 6 août que 7 volcans du Kamtchatka étaient entrés en éruption à cause du séisme. Un événement qui n'avait plus été observé dans cette région depuis près de 300 ans. L'un de ces volcans était le Krasheninnikov. Sa dernière éruption remonte à environ 1550. Il était resté silencieux pendant près de 5 siècles jusqu'à ce que le tremblement de terre le réveille. Grâce à une combinaison de capteurs au sol, d'images satellites et d'observatoires volcanologiques du monde entier, les chercheurs gardent une vue d'ensemble. Les alertes volcaniques sont émises par les scientifiques des observatoires volcaniques et reposent sur l'analyse des données issues des réseaux de surveillance, des observations directes et des capteurs satellitaires. Rien qu'aux États-Unis, on compte 5 observatoires volcaniques
volcaniques régionaux. Et il existe des structures similaires au Japon, en Indonésie, en Russie et dans d'autres pays de la ceinture de feu. Ces observatoires surveillent les secousses sismiques, les déformations du sol, les émissions de gaz et les anomalies thermiques. La technologie satellitaire a encore révolutionné la surveillance volcanique. Les scientifiques peuvent désormais détecter depuis l'espace des changements subtils dans les signatures thermiques volcaniques ou les gonflements du sol, souvent avant même qu'une éruption visible ne se produise. Ça donne aux communautés un temps précieux pour évacuer. Ce qui frappe dans les éruptions volcaniques actuelles autour de la ceinture de feu du Pacifique, c'est qu'elles ont souvent été précédées de tremblements de terre. D'après l'US Geological Survey, les gros séismes peuvent déclencher des éruptions volcaniques à proximité, mais seulement si le volcan est déjà sur le point d'entrer en éruption, avec suffisamment de magma à l'intérieur et une pression assez élevée. Les sismologues russes attribuent eux aussi ces éruptions au séisme qui a activé les foyers magmatiques et leur a fourni de l'énergie supplémentaire. L'un des signes avant-coureurs que les scientifiques surveillent de près, ce sont ce qu'on appelle les essaims sismiques. Il s'agit d'une série de petits séismes qui se succèdent rapidement. L'agence météorologique japonaise a signalé plus de 3200 séismes de faible à moyenne intensité dans la région au cours du premier trimestre 2025 contre seulement 800 l'année précédente. Ces essaims indiquent souvent des mouvements de magma en profondeur. Le séisme du Kamtchatka a suivi une séquence de 10 jours qui a commencé par 50 séismes d'une magnitude de 5,0 ou plus, dont un séisme de magnitude 7,4 le 20 juillet et 3 séismes de magnitude 6,6. Les scientifiques constatent que la fréquence et l'intensité de cette éruption dépassent les schémas statistiques habituels pour la ceinture de feu. En général, les chercheurs s'attendent à ce que les éruptions volcaniques soient des événements relativement isolés. Un volcan entre en éruption, libère de la pression, puis se calme à nouveau. Mais entre 2024 et 2025, on a observé des volcans qui entraient en éruption à plusieurs reprises, parfois plusieurs fois par jour, pendant de longues périodes. L'ensemble de la ceinture de feu du Pacifique a enregistré, à partir de 2024, plus de 15 000 séismes d'une magnitude de 4,0 ou plus, soit une augmentation de 23%. Chacun de ces séismes peut déstabiliser des systèmes volcaniques ou déclencher des risques secondaires comme des glissements de terrain et des tsunamis. Et le fait que la ceinture de feu soit justement en train de s'activer a aussi des répercussions sur la côte ouest des États-Unis. Là-bas, on risque un scénario qui pourrait donner lieu à l'un des séismes les plus dévastateurs de tous les temps, ce qui pourrait à nouveau déclencher de violents tsunamis. La formation des tsunamis est liée au mouvement des plaques tectoniques de la Terre, surtout dans des zones qu'on appelle des zones de subduction. L'une d'entre elles, la zone de subduction de Cascadia, qui s'étend du sud du Canada jusqu'au nord de la Californie, est particulièrement dangereuse à cet égard et pourrait provoquer le maire de tous les tsunamis. Elle fait partie de la ceinture de feu du Pacifique et est à l'origine de l'activité des volcans des Cascades. Un mouvement de plaques d'une telle ampleur susceptible de déclencher un tsunami aussi gigantesque est appelé séisme de mégafaille. Ce phénomène est provoqué par la libération soudaine d'une tension accumulée lorsque les plaques cèdent brusquement le long de la zone de subduction. Dans cette région, on craint un séisme d'une magnitude de 9. Si un séisme de mégafaille se produit le long de la zone de subduction, ça peut perturber massivement les eaux environnantes et déclencher un super tsunami. Un séisme de mégafaille le long de la frontière de Cascadia pourrait déclencher un tsunami qui dévasterait les communes côtières de la côte Pacifique avec des vagues de plus de 30 mètres. Mais la question difficile qui se pose, c'est comment prévoir un tel événement avec une certaine précision. Les géologues déterminent la période pendant laquelle ces séismes de Cascadia se produisent en analysant les sédiments qui se sont déposés dans les canyons sous-marins au large de la côte Pacifique. En effet, lorsqu'un séisme sous-marin déclenche un tsunami, des glissements de terrain sous-marins se produisent et d'énormes quantités de matériaux dévalent dans ces canyons océaniques. La boue ainsi remuée se dépose ensuite sous forme d'une couche appelée torpédite. Cette torpédite est donc la clé pour étudier ces séismes sous-marins et surtout pour évaluer les risques à l'avenir. Les analyses du torpédite sont un peu inquiétantes car d'après les dépôts, le séisme de 1700 n'est comparé à 19 failles similaires que dans la moyenne en termes d'épaisseur et de masse de torpédite au cours des 10 000 dernières années. Environ une demi-douzaine de torpédites sont plus importantes que celles de 1700 et une demi-douzaine plus petites. En d'autres termes, il y a sans doute eu des séismes bien plus violents et donc des tsunamis plus puissants dont on n'a tout simplement pas de traces car ils remontent à très loin dans le passé. Il manque tout simplement un schéma clair ou une chronologie précise, ce qui rend impossible toute prévision d'événements sismiques concrets le long de la zone de Cascadia. Ce qu'on peut faire, c'est miser sur les systèmes d'alerte précoces et surtout sur la sensibilisation de la population au cas où un tsunami venait tout de même à se produire.
Mais même au cœur des États-Unis, il y a une zone qui empêche les géologues de dormir tranquilles depuis des années, car c'est là qu'ont déjà eu lieu les séismes les plus violents de l'histoire du continent. La zone sismique de New Midwood est l'une des plus dangereuses de la planète. Les géologues eux-mêmes disent que c'est l'une des régions les moins bien comprises, mais les plus actives sur le plan sismique des États-Unis. Elle s'étend sur les États du Missouri, du Tennessee, du Kentucky et de l'Arkansas. Au début du 19e siècle, la zone sismique de New Midwood a été le théâtre de l'une des séries de séismes les plus violentes de l'histoire mondiale. Entre décembre 1811 et février 1812, les habitants ont été terrorisés non pas par un seul, mais par 3 séismes massifs. Ces séismes avaient des magnitudes comprises entre environ 7,0 et 7,5, une puissance qui n'a jamais été égalée depuis dans la région. Et ces secousses ont été ressenties sur une zone gigantesque. D'après des témoins de l'époque, les cloches des églises ont sonné en Nouvelle-Angleterre, à des centaines de kilomètres de l'épicentre, tant les secousses étaient violentes. Des récits de l'époque décrivent comment le sol ondulait, comment les rivières changeaient de cours et comment d'énormes fissures s'ouvraient dans le sol. L'intensité du séisme était telle qu'on l'a ressentie dans des villes lointaines, comme Boston et New York. La population, qui vivait à l'époque de façon clairsemée dans la zone touchée, a dû faire face une nouvelle fois au chaos et à la destruction. La ville de New Madrid, située près de l'épicentre et qui a donné son nom à la zone, a subi des dégâts catastrophiques. Et même si ce sont ces 3 gros séismes qui ont marqué l'époque, des milliers de répliques ont suivi, se prolongeant jusqu'en 1817 et contribuant à déstabiliser encore davantage la région. Et aujourd'hui, on sait pourquoi il y a des séismes là-bas. C'est d'ailleurs un peu curieux, parce que quand on regarde les plaques tectoniques, on voit qu'ici, aucune plaque ne se rencontre. Et en fait, les zones sismiques apparaissent toujours là où 2 plaques tectoniques se rencontrent. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Les tremblements de terre peuvent aussi se produire à l'intérieur d'une même plaque. On appelle alors ce phénomène tremblement de terre intraplaque. Ils se produisent quand une contrainte s'accumule à l'intérieur de la croûte d'une plaque tectonique et finit par se libérer. Les sismologues pensent que les tensions qui apparaissent au bord des plaques se propagent à l'ensemble du corps rigide de la plaque et entraînent ainsi de fortes pressions de compression à l'intérieur. Les séismes se produisent lorsqu'il existe des points de faiblesse géologique qui finissent par céder sous cette pression. Ces points peuvent être, par exemple, d'anciennes failles ou d'anciennes zones de bordure de plaques qui se sont déplacées vers l'intérieur de la plaque au cours de l'histoire de la Terre. Dans le cas de la zone sismique de New Midwood, on peut surtout identifier un coupable, le Real Food Rift. Il s'est formé il y a environ 750 millions d'années pendant le Précambrien. C'est au niveau de cette faille géologique que les tensions provenant de la plaque pacifique à l'ouest rencontrent celles de la dorsale médio-atlantique à l'est. Et l'étirement de la croûte terrestre à cet endroit a failli entraîner la division du continent. Mais le processus s'est arrêté et l'Amérique du Nord est finalement restée intacte. D'après les scientifiques, un tremblement de terre dans cette région se fait attendre depuis longtemps. À quelle ampleur de destruction faudrait-il s'attendre ? De grandes villes comme Saint-Louis et Memphis se trouvent dans la zone d'influence de cette zone tectoniquement active. Au moment où le sol de la région de Memphis recommencerait à trembler avec la même violence que lors des séismes historiques de 1811, la terre s'ouvrirait alors sous les lumières clignotantes de la ville, comme si des cicatrices vieilles de plusieurs siècles se rouvraient soudainement. Les digues pourraient céder et de vastes étendues de terre seraient inondées, tandis qu'à d'autres endroits, le sol s'affaisserait ou se soulèverait. Tout le monde s'accorde donc à dire que ça finira par arriver. Le service géologique estime à environ 7 à 10% la probabilité de connaître, dans les 50 prochaines années, un séisme similaire à ceux de 1811 à 1812. Et la probabilité de connaître un séisme de magnitude 6 ou plus dans 50 ans est estimée entre 25 et 40%. Dans la région des Campi Flegrei, à l'ouest de Naples, la situation semble déjà plus critique. Là-bas, le sol a été particulièrement agité ces derniers jours. En l'espace de 48 heures, le réseau sismique a enregistré plus de 70 tremblements de terre. Sur la semaine, on en a compté 166, et cette année, on en est déjà à un nombre record de 5312 tremblements de terre. Le séisme le plus fort de ces 2 derniers jours avait une magnitude de 2,5. Les habitants sont de plus en plus désespérés. Sur les réseaux sociaux, les appels à des évacuations aux frais de l'État se font de plus en plus pressants. Les Campi Flegrei sont une immense caldeira qui a déjà été à l'origine de 2 éruptions ultrapliniennes dans le passé. La plus puissante de ces éruptions, survenue il y a 39 000 ans, avait un indice VEI de 7. À l'époque, les cendres s'étaient répandues jusqu'en Sibérie. Dans la région de Naples, des dépôts de tufs pouvant atteindre 60 mètres de haut témoignent de la violence incroyable de cette éruption. La dernière éruption remonte à 1538, quand le cône de scorie de Monte Nuovo s'est formé. Depuis, c'est resté calme, du moins en surface, car sous terre ça bouge beaucoup.
les volcanologues observent une tendance à long terme à l'augmentation de la pression dans le système hydrothermal. Ça veut dire qu'une tension s'accumule et qu'à un moment donné, elle devra se libérer. Beaucoup d'experts comparent la situation actuelle à celle qui prévalait avant l'éruption de 1538. À l'époque aussi, il y avait eu une phase de soulèvement qui avait duré plus de 100 ans avant que l'éruption n'ait lieu. Depuis 2005 déjà, le sol se soulève à nouveau à Pozzuoli et les tremblements de terre se multiplient. Difficile de dire si ça veut dire qu'une éruption est imminente. Les volcans ne sont pas des montres de précision qu'on peut prédire avec exactitude. Ça peut bouillonner dans les prochaines années ou peut-être seulement dans 100 ans. La situation est super complexe et les autorités sont face à un dilemme. D'un côté, elles veulent protéger la population, mais de l'autre, relever le niveau d'alerte aurait des conséquences économiques et sociales énormes. Le maire de Pozzuoli aurait déclaré que l'économie napolitaine s'effondrerait si le niveau d'alerte était relevé. Certains habitants reprochent même aux autorités de minimiser le danger pour des raisons économiques. Mais quelle serait l'alternative? Une évacuation forcée déchirerait le tissu social de la région. En effet, de nombreux habitants de longue date et propriétaires refuseraient de partir, surtout si on ne sait pas combien de temps durerait une évacuation, ni s'ils recevraient une indemnisation. Sur l'Etna, des gens attendent encore aujourd'hui en vain des indemnisations promises il y a plus de 40 ans. La situation dans les champs flégréens montre donc de manière assez impressionnante à quel point il est difficile de gérer les risques volcaniques. D'un côté, on veut protéger les gens, mais de l'autre, on ne peut pas non plus vivre dans la peur permanente. Allez les amis, j'espère que vous avez maintenant une bonne idée de à quel point notre planète est agitée en ce moment. Et croyez-moi, ce n'est pas tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les évolutions sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Et en parlant de force de la nature dévastatrice, des chercheurs viennent de découvrir dans les débris de l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima un matériau totalement nouveau. Un alliage qui, selon toutes les règles de la chimie, ne devrait en principe pas exister et qui a littéralement été créé par la détonation de la bombe atomique. Une histoire incroyable, n'hésite pas à cliquer en haut à droite sur la vidéo affichée, c'est vraiment passionnant. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.